À Montpellier, les fins d'après-midi d'automne ont cette lumière dorée qui s'accroche aux façades ocre avant de glisser doucement vers la mer. Au 4e étage d'un immeuble récent, dans l'écoquartier de Port-Marianne, Alexandre Vidal regarde la rue depuis la baie vitrée de son salon. En bas, des vélos passent, des poussettes, des étudiants avec leurs sacs à dos. Lui, il a encore sa chemise blanche, les manches remontées, la cravate défaite. Sur la table basse, un ordinateur allumé affiche des graphiques, des courbes vertes et rouges. On pourrait croire à un cadre parmi d'autres. Mais Alexandre est plus que ça. Quadra de 42 ans, il est PDG de Sunwave, une PME en pleine croissance qui installe des toitures solaires intelligentes dans toute la région. Les journaux locaux l'appellent le patron engagé, le visage de la transition énergétique à Montpellier. On le voit sur des photos, le sourire maîtrisé, le regard sérieux, devant des bâtiments flambant neufs. Ce qu'on ne voit pas, c'est le bordel organisé de sa vie privée. Un jogging de taille miniature qui traîne sur une chaise, des petites voitures disséminées dans le salon, une paire de baskets enfant 28 abandonnées devant l'entrée, et un petit garçon, Léo, 5 ans, qui surgit dans son dos, une cape de super-héros nouée autour du cou. « Papa, oui mon champion? Elle arrive quand? Emma? Bientôt. Mais bientôt c'est quand? Quand les aiguilles seront là, répond Alexandre en montrant l'horloge. Léo plisse les yeux. Tu dis toujours ça, et c'est toujours vrai. Léo soupire. Je ne veux pas aller chez mamie. Tu ne vas pas chez mamie. Tu vas au restaurant. Et tu me laisses tout seul? Non plus. Alors, tu restes avec Emma? Explique patiemment, Alexandre. Elle vient jouer avec toi ce soir. Tu te souviens? Les yeux de Léo s'illuminent instantanément. Ah oui, il bondit. On peut faire les dinosaures, tant qu'il ne mange pas le canapé. Il mange les pizzas, répond Léo très sérieusement. Alexandre rit. Sa montre vibre. Un rappel s'affiche. 19h30, dîner investisseur, restaurant Le Dôme. Il inspire profondément. Gérer une levée de fonds en même temps qu'un petit garçon qui refuse de se coucher tôt, ce n'est pas dans les manuels de management. Mais c'est sa vie. Depuis 3 ans, depuis que Marion, la mère de Léo, est partie à Toulouse avec un nouveau compagnon, ils ont essayé la garde alternée, les allers-retours, le train, les valises du petit à chaque week-end. Au bout d'1 an, Marion a dit « c'est trop dur » pour lui. Et, pour la première fois depuis longtemps, ils ont été d'accord sur quelque chose. Léo vit désormais principalement chez Alexandre. Marion le prend pendant les vacances, certains week-ends. Je reviendrai peu. Être à Montpellier un jour, avait-elle ajouté. Un peu, être suspendu, qui n'est jamais devenu un « je reviens ». Alexandre a dû tout réorganiser. Son temps, ses priorités, ses soirées. Il est devenu expert en dîners surgelés améliorés, en lessive nocturne, en rendez-vous repoussés, pour cause de fièvre à 38,5, et en solution de garde. Les nounous qui annulent au dernier moment, les babysitters étudiantes très sympas mais qui disparaissent du jour au lendemain, les voisins qui dépannent une fois, mais pas deux, jusqu'à Emma Paoli. La première fois qu'il l'a rencontrée, c'était un mercredi après-midi, devant l'école. Léo s'était mis à pleurer, en refusant de lâcher la main de sa maîtresse. « Je ne veux pas aller à la garderie. » La maîtresse, débordée, avait soupiré. « Léo, tu ne peux pas rester ici, on ferme à 17h30. » Une voix douce mais ferme était intervenue. « Je peux le prendre avec Manon, si vous voulez. » Une jeune femme brune, les cheveux bouclés attachés en chignon, regard clair, se tenait là, un sac rempli de coloriage et de gouttières à la main. À côté d'elle, une petite fille aux tresses brunes serrait une peluche contre elle. « Je suis Emma », avait-elle expliqué à Alexandre en se tournant vers lui. « Je garde déjà quelques enfants de la classe après l'école. » Elle avait souri à Léo. « Manon vient avec moi tous les jours. Ça lui fera un copain de plus. Tu es sûr ?» s'était entendu dire Alexandre, étonné par sa propre hésitation. « Je suis assistante d'éducation à mi-temps au collège », avait-elle précisé. « Et je fais aussi du babysitting pour compléter. » Léo
avait levé la tête vers son père. « Je peux ?» Et voilà. Depuis, 2 à 3 soirs par semaine, Emma venait à l'appartement. Elle récupérait Léo à l'école ou Alexandre le lui amenait. Il faisait des puzzles, des jeux de société, des cabanes avec des couvertures. Elle aidait parfois Alexandre à réchauffer un plat, à faire la vaisselle, toujours dans un mélange étrange, très professionnel, mais très simple, sans jamais trop entrer dans la vie de son employeur, évidemment, parce qu'elle savait très bien ce que c'était de créer une distance protectrice. Elle aussi avait appris à se débrouiller seule. À 19h04, on sonne. Léo se jette presque sur la porte. C'est elle. Alexandre ouvre. Emma est là. Jean pull oversize couleur moutarde, cheveux bouclés attachés à moitié, sac en bandoulière, sourire un peu essoufflé. Désolé, le tram était blindé. S'excuse-t-elle, elle. Vous êtes largement dans les temps, rassure Alexandre. Salut champion. Emma, on fait les dinosaures. Bonjour à toi aussi, rit-elle. Elle plie les genoux pour se mettre à sa hauteur. Je suis censé être quel dinosaure aujourd'hui? Le gentil. Ça va, je sais faire. Elle se relève, croise le regard d'Alexandre. Tout va bien pour ce soir? Dîner avec des investisseurs, répond-il en montrant sa chemise. Donc potentiellement rentrer tard, traduit-elle. Pas trop, j'espère. Il hésite. Le plus important, c'est que Léo se couche vers 21h. Et qu'il ne mange pas 3 yaourts d'affilée, complète Emma. Et qu'il ne regarde pas plus d'un épisode des Patrouilleurs de l'espace. Ils se sourient. Ils ont leur routine. Et vous, Emma, tout va bien? Elle serre un peu la lanière de son sac. Oui, oui. Manon est chez ma mère ce soir. Alors j'ai la soirée off. Enfin, off, façon de parler, ajoute-t-elle en montrant Léo. Ils rient tous les deux. Papa, tu vas être en retard, prévient Léo avec le sérieux d'un vieux monsieur. Oui, chef. Alexandre attrape sa veste. Si besoin, appelez-moi, dit-il à Emma. Comme d'habitude. Il s'attarde une seconde de trop dans l'entrée. Une odeur de lessive, de soupe qui chauffe dans la cuisine, de parfum discret d'Emma. Bonne soirée, conclut-il. Bon courage. La porte se referme. Emma se tourne vers Léo. Alors, monsieur Dino, on attaque? Ouah! Elle éclate de rire. Dans le salon, les dinosaures en plastique envahissent bientôt la table basse. Emma enlève ses chaussures, met son téléphone en silencieux, attache un peu mieux ses cheveux. Elle laisse sa journée dehors. Ici, elle est juste Emma, la babysitter, pas la mère célibataire qui calcule chaque fin de mois, pas l'étudiante qui a dû mettre sa licence de lettres entre parenthèses, pas la fille dont le père ne lui parle plus depuis qu'elle est revenue enceinte à 22 ans. Juste une adulte qui joue avec un petit garçon qui la regarde comme si elle était la reine des histoires inventées. Elle aime ça, être un peu trop. Ce qu'elle évite de se demander, c'est ce que cela lui fait, de croiser le regard d'Alexandre à chaque début de soirée, à chaque fin, dans ce couloir au mur blanc, parce qu'elle sait très bien où mènent certaines histoires, et qu'elle n'a pas le droit de se laisser entraîner. Pas là, pas avec lui, pas en tant que baby-sitter de son fils. À 21h10, Léo bâille tellement qu'il n'arrive plus à finir sa phrase sur les dinosaures qui vont construire une maison dans un volcan avec des spaghettis. « Allez, au lit », annonce Emma. « Encore un peu, tu tiens à peine debout. » Mais si, il trébuche sur un camion. Emma le rattrape. « Tu vois, il se frotte les yeux. Tu me lises une histoire? 2, 3, 2,5. D'accord. » Dans la chambre de Léo, les murs sont couverts de posters de fusées, d'animaux, de planètes. Emma aide le petit à enfiler son pyjama, lisse sa couverture. « Tu veux laquelle ?» demande-t-elle, elle en montrant les livres. « Celui avec la maman baleine. » « Très bon choix. » Elle lit. Sa voix se fait plus douce, plus lente. Léo se cale contre son oreiller, les yeux à moitié fermés. « Emma ?» murmure-t-il au bout de la 2e histoire. « Oui, toi aussi. T'as pas de maman à la maison ?» La question la prend au dépourvu. « Pourquoi tu dis ça ?»« Parce que tu dis que ta maman habite loin. »« Ma mère habite à Nîmes. »« Oui. »« Et tu habites avec Manon. »« Oui. »
Et ton papa, il est où? Une seconde, ses mains tremblent sur le livre. Mon père. Elle cherche une réponse adaptée à un enfant de 5 ans, sans mentir. Mon père, il n'habite pas avec moi. Il est parti? Elle avale difficilement. Un peu, oui. Léo réfléchit, puis conclut. Les papas, des fois, ils partent. Des fois, oui. Et des fois, ils restent, ajoute-t-il après un silence. Comme le mien. Elle sourit. Oui, le tien, il reste. Il bâille. Je l'aime bien. Moi aussi, pense Emma, sans le dire. À haute voix, elle se contente de murmurer. Il t'aime plus que tout. Léo ferme enfin les yeux. Emma reste un moment à le regarder respirer. Dans ce calme, ses propres pensées reviennent, plus bruyantes. Elle revoit Manon, 4 ans, qui dort ce soir chez sa mère à elle, à l'autre bout de la ville. Manon, petit bout de vie si vivant, qui croit que les babysitters, ça existe pour tous les enfants. Et moi, j'en ai une, maman? Lui, athée. Elle demandait une fois. Non, toi, tu as mamie, avait répondu Emma en la serrant plus fort. Et ce père, qui s'était évaporé dès qu'elle avait prononcé le mot enceinte. Ce n'est pas le moment, avait-il lâché, les yeux fuyants, tu gâches tout. Elle s'était retrouvée seule, à 22 ans, avec un ventre qui grossissait, une mère inquiète, un père silencieux, des études en suspens. Elle a tenu, elle a trouvé des petits boulots, des ménages, des cours de soutien scolaire et du babysitting. Ça lui permet de s'occuper d'autres enfants, de gagner un peu plus, de rester disponible pour Manon le plus possible. Mais ça veut aussi dire entrer dans des maisons où toute une partie de ce qu'elle n'a pas la frappe en plein visage. Chez certains, des parents qui s'embrassent encore dans l'entrée, chez d'autres, des cuisines si grandes qu'on pourrait y loger son studio entier. Chez Alexandre, c'est autre chose. C'est grand, oui, c'est beau, oui. Mais il y a aussi une forme de vide qu'elle ressent dès qu'elle tourne la clé. Les dessins de Léo punaisés sur le frigo, les chaussures du père alignées à côté de celles du fils, la table où il reste parfois un dossier, une serviette, un ordinateur entrouvert, comme si quelqu'un s'était levé trop vite, et, parfois, un silence qui lui serre un peu le cœur. Elle descend au salon, range les jouets, lance le lave-vaisselle. Elle jette un coup d'œil à l'horloge. 21h45. Alexandre ne rentrera pas tout de suite. Elle s'affale quelques minutes sur le canapé, sort un livre de son sac. Mais ses yeux glissent sur les lignes, elle repense à lui, à sa façon de dire toujours « appelez-moi si besoin », alors qu'elle n'ose jamais le déranger. À ce regard qu'il a parfois, quand il croit que personne ne le voit, un peu perdu. « Arrête !» se dit-elle. « Tu es là pour garder son fils, point. » Elle se l'est répété, encore et encore. Elle ne mélangera pas, plus jamais, et surtout pas avec quelqu'un comme lui. Un homme qui dirige une boîte, qui signe des contrats, qui a des responsabilités dont elle ne mesure même pas l'ampleur. Alors elle ferme son livre, se redresse, et va relire pour la 3e fois la liste que Léo a laissée sur la porte du frigo. Choses que j'aime. Les dinosaures, le chocolat, Emma. Elle sourit, malgré elle. Ça, c'est simple, pense-t-elle. Et si au moins ça, je peux le garder simple. Les semaines passent, rythmées par les soirs de garde, les réunions d'Alexandre, les mercredis d'école, les allers-retours chez la grand-mère maternelle pour Manon. Le mois de novembre arrive avec ses pluies fines, ses journées plus courtes. Léo attrape un rhume, puis une angine. On va devoir le garder à la maison, annonce la pédiatre. Pendant quelques jours au moins, Alexandre regarde son agenda. Le lundi, un rendez-vous crucial avec un gros client. Le mardi, une présentation stratégique avec ses investisseurs. Le mercredi, déplacement à Marseille prévu de longue date. Il raccroche, les mains tremblantes. Papa, Léo, le nez rouge, apparaît au bout du couloir. Oui, mon chat, j'aime pas être malade. Moi non plus. Tu vas aller au bureau? La culpabilité le serre. Peu, être un peu. Tu peux rester là? Là, tout de suite, devant ses yeux brillants, il a envie de dire oui, de tout annuler.
Mais il sait qu'il ne peut pas. Pas tout. Pas comme ça. Il pense à appeler sa mère. Mais elle est en voyage. Il pense à appeler Marion. Puis renonce. Elle dira qu'elle ne peut pas prendre de congé, qu'elle a une formation, ou qu'elle essaiera, mais que finalement, non. Il prend une grande inspiration. Emma. Il envoie un message, presque à contre-cœur. « Salut Emma, désolé de te déranger un dimanche. Léo est malade. La pédiatre veut qu'il reste à la maison quelques jours. Est-ce que tu serais dispo lundi et mardi en journée, si je m'arrange pour mes réunions? Je comprendrai si ce n'est pas possible. » La réponse arrive 10 minutes plus tard. « Salut Alexandre. Pauvre Léo. Oui, je peux m'arranger pour lundi et mardi. Je dois juste déposer Manon chez ma mère le matin. Vous avez besoin de moi à partir de quelle heure? » Il soupire de soulagement. « 8h30. Si c'est possible, ce sera bon. Reposez-vous un peu, si vous pouvez. Reposez-vous. » Il ricane. Il ne sait même plus ce que ça veut dire. Lundi matin, l'appartement ressemble à un mini-hôpital. Sirop sur la table, mouchoir, thermomètre, petite couverture sur le canapé. Léo est allongé, joues rosies par la fièvre. On sonne. C'est Emma, souffle-t-il avec un sourire fatigué. Alexandre ouvre. Elle est là, les cheveux encore un peu humides de la pluie, en jean et pull gris, l'air préoccupé et doux à la fois. « Bonjour. Bonjour. Comment va le malade? » « Pas terrible, » répond Léo en toussant. Elle pose sa main sur son front, presque machinalement. « On va essayer de rendre ça un tout petit peu moins terrible, d'accord? D'accord. » Elle se tourne vers Alexandre. « Vous avez une réunion importante, non? Un client qui veut qu'on installe des panneaux solaires sur tous ses entrepôts. Donc oui, importante. » Il esquisse un sourire. « Je reviens pour le déjeuner, promet-il. Si besoin, on se débrouillera, » répond-elle. Ce « on » le touche plus qu'il ne voudrait. Vers midi, quand il revient, il s'attend à trouver le chaos. Il trouve Léo blotti sur le canapé, en train de regarder un dessin animé, un bol de soupe vide sur la table, des mouchoirs dans la poubelle. Emma est assise à côté, un magazine sur les genoux. « Alors ?» demande-t-elle. « Le client est décidé, » répond Alexandre. « Et vous ?» Il a un petit rire. « Je suis épuisé. » Elle se lève, commence à débarrasser. « Je vous sers de la soupe ?» Il hésite. « Vous avez déjà assez fait. » Ce n'est qu'une louche de plus. Elle lui tend un bol. « Et puis, je ne voudrais pas que vous vous évanouissiez en pleine réunion cet après-midi. » Léo rigole. « Papa, il fait toujours comme si tout allait bien. » Alexandre le regarde, surpris par cette lucidité enfantine. « Tu trouves? Oui, même quand tu es triste. » Emma baisse les yeux, gênée par cette vérité lancée au milieu du salon. Elle file à la cuisine. Alexandre la suit du regard. Elle remue la soupe sans raison, le dos un peu raide. « Emma? Oui? Merci. Pour la soupe? Pour tout. » Elle hausse les épaules. « Je suis payée pour ça, pas pour me faire sentir un peu moins seule, » pense-t-il sans le dire. Les jours suivants, Emma passe de plus en plus de temps à l'appartement. Alexandre jongle entre les visioconférences dans sa chambre transformée en micro-bureau et les pose pour prendre la température de Léo. « Vous avez la tête d'un homme qui n'a pas dormi, » remarque Emma un matin. « Je n'ai pas dormi, » confirme-t-il. « Si vous voulez, je peux rester ce soir aussi, après. Vous avez déjà vos soirées prises avec d'autres familles. Non? J'ai déplacé ce que je pouvais. » Elle sourit. « Et ma mère est ravie de garder Manon un peu plus longtemps. Vous êtes sûr? » « C'est vous qui êtes pas sûr, » réplique-t-elle. « C'est ça, le problème. » Il se tait. Elle a raison. Ce n'est pas qu'il ne veut pas qu'elle soit là. Au contraire, c'est qu'il sent quelque chose bouger en lui, qui le met mal à l'aise. Ce n'est pas seulement de la reconnaissance, pas seulement du soulagement, c'est plus doux, plus dangereux aussi. Le soir, après avoir couché Léo, il se retrouve parfois dans la cuisine, elle boit un thé, lui termine un mail. « Vous cuisinez vraiment? Des fois ?» Le taquine-t. Elle. « Oui, les surgelés Picard, ça ne compte pas. J'ai un gratin dauphinois qui se défend, proteste-t-il. Je demande à voir. » Elle rit,
mais ses joues rosissent légèrement. Ces moments-là sont minuscules, insignifiants pour un œil extérieur. Sauf que ce sont exactement ces minuscules instants qui s'accumulent, qui creusent un chemin. Un soir, alors que Léo n'a plus de fièvre, Emma range son sac. « Je peux vous poser une question ?» demande Alexandre. « Une seule. Manon, elle vit avec vous seule ?» Elle se fige. « Oui. Son père n'habite pas avec nous. » Son ton est neutre, mais il comprend que le sujet est bordé. « Ça doit être compliqué, » finit-elle. Elle sourit tristement. « Oui, comme pour vous, il tique, c'est différent. Un peu. Mais on a quand même 1 ou 2 points communs, non ?» Elle hausse une épaule. « On sait faire les allers-retours à l'école en courant. On sait faire semblant que tout va bien quand on est crevé. » Elle le regarde. « Et on sait s'en sortir. Sans attendre qu'on nous sauve. » Il encaisse. Elle est plus lucide qu'il ne le pensait. « Emma, » commence-t-il, il, hésitant. « Oui, si un jour, vous avez besoin de... » « Non. » Elle le coupe net. « Je ne vous demanderai pas d'aide, Alexandre. Vous êtes mon employeur, » rappelle-t-elle doucement. « Pas mon sauveur. » Le message est clair. Il se sent piqué, pas parce qu'elle le remet à sa place, parce qu'elle a deviné la tentation qu'il n'osait pas se formuler. Ce soir-là, après son départ, il reste longtemps seul dans la cuisine. La maison est silencieuse. Léo dort. Il passe une main sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ?» se demande-t-il. « Tu es en train de t'attacher à la baby-sitter de ton fils. » Rien que le mot lui donne l'impression d'être dans un mauvais film. Il déteste l'image du patron qui profite de sa position, du père qui mélange tout. Il ne veut pas être cet homme. Il se jure de recadrer, de remettre une distance. Pour le bien d'Emma, pour Léo, pour lui. Puis, il reçoit un message. « Bonne nuit à vous deux. Dites à Léo que demain, on construira une fusée avec les coussins. » Il sourit et comprend que ce ne sera pas si simple. Les lignes finissent par se croiser un soir de décembre, un de ces soirs où tout est déjà un peu fragile. Alexandre a passé la journée en déplacement à Marseille. Le train du retour a eu du retard. Il arrive à l'appartement à 21h30, l'épaule douloureuse sous le poids de son sac, la tête pleine de chiffres et de contrats à signer. Il ouvre la porte avec précaution. Léo dort. La lumière de la cuisine est encore allumée. Emma est assise à la table, une pile de papier devant elle, le visage fatigué. Elle sursaute presque en le voyant. « Oh, désolé, je suis en retard. Je pensais que vous étiez déjà rentré, » avoue-t-elle. Le train. Il pose son sac, enlève ses chaussures. Léo, endormi à 20h45, annonce-t-elle, avec une fierté amusée. On a passé un marché. Lequel ? 3 histoires et 2 chansons. Elle sourit. J'espère que vous le payez bien, ce job, plaisante Alexandre. Je devrais vous verser une prime pour chaque chanson. Elle rit. Puis son regard glisse vers les papiers. Elle les empile discrètement. Il remarque les logos. CAF, assurance, avis d'échéance, un courrier de la banque. Problème, lâcheté. Il, malgré lui. Rien que je ne puisse gérer, répond-elle rapidement. Il laisse tomber, par respect pour ses frontières. Il le croit, ou veut le croire. Vous voulez un thé ? propose-t-elle. À cette heure-ci, vous n'allez pas dormir de toute façon, objecte-t-elle gentiment. Vous avez cette tête-là. Il éclate de rire. Je veux bien. Elle se lève, met de l'eau à chauffer. Le silence qui les enveloppe est étrangement intime. Il sent la fatigue tomber sur ses épaules. Sans trop réfléchir, il s'appuie contre le plan de travail, face à elle. Parfois, j'ai l'impression que tout repose sur un fil, murmure-t-il. Elle se retourne, surprise par cette confession. Votre boîte ? Ma boîte. Léo. Le prêt de l'appart. Les attentes de tout le monde. Elle le regarde, un mug dans la main. Et vous ? Moi ? Est-ce que quelqu'un tient votre fil à vous ? La question le cloue sur place. Il n'y a pas pensé comme ça. Il cherche. Léo. Un peu. Mais ce n'est pas à lui de le faire, ajoute-t-il aussitôt. Vos parents ? Ils sont à Toulouse. On s'appelle. Mais. Il hausse les épaules.
Ils ne sont pas là pour venir chercher Léo à l'école quand je suis coincé en réunion. Marion, il tic, elle fait ce qu'elle peut, à sa manière. Mais ce n'est pas, non, un silence. Emma pose les tasses sur la table, s'assoit en face de lui. Vous savez, Alexandre, commence-t-elle doucement, vous avez le droit de dire que c'est lourd, même si vous avez choisi une partie de tout ça. Il la regarde, étonné par sa manière de le voir avec autant de clarté. Et vous, Emma? Moi? Qui tient vos fils à vous? Elle éclate d'un rire sans joie. Manon, elle n'a que 4 ans, je sais, mais quand je la vois dormir, je me dis que je n'ai pas le droit de lâcher. Elle boit une gorgée de thé. Ma mère m'aide comme elle peut. Mon père, elle secoue la tête. Il a décidé que j'avais gâché ma vie en tombant enceinte trop tôt. Alors il me laisse me débrouiller. Alexandre sent une colère sourde monter. C'est injuste, lâcheté-il. La vie n'est pas un contrat équilibré, répond-elle avec un petit sourire triste. Ils se regardent. Dans leurs yeux, pendant un instant, quelque chose de nu circule. 2 adultes, fatigués, qui tiennent trop de choses à bout de bras, qui se reconnaissent. C'est là que ça dérape. Pas à cause d'un geste déplacé. À cause d'une idée. Emma, dit-il doucement. Oui, si vous avez des difficultés avec les papiers, les factures, Alexandre, je peux vous aider. Elle pose sa tasse, très lentement. Je savais que ça viendrait, murmure-t-elle. Quoi? L'instant où vous alliez vouloir arranger ma vie, ce n'est pas ça. Si. Elle le regarde droit dans les yeux. Vous êtes un homme qui trouve des solutions. C'est comme ça que vous avez construit Sunwave. C'est comme ça que vous gérez vos équipes, vos clients, vos investisseurs. Elle inspire profondément. Mais moi, je ne suis pas un dossier à régler. Je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas eu besoin. Sa voix tremble à peine. Vous me payez pour garder votre fils, pas pour rentrer dans mon compte en banque. Un peu de colère, un peu de honte aussi. Emma, ce n'est pas de la pitié. Je sais, c'est pire. Il reste abasourdi par la violence tranquille de cette phrase. C'est quoi alors? C'est du pouvoir, répond-elle sans détour. Si j'accepte que vous payez mes factures, que vous m'aidiez avec un loyer, un dossier, elle pose la main sur son cœur. Comment je peux encore me regarder comme quelqu'un qui se débrouille? Comment je sais que je suis là parce que je travaille bien, et pas parce que vous avez décidé d'être généreux? Il ouvre la bouche, la referme. Je ne veux pas ça, dit-il. Je ne veux pas que vous vous sentiez redevable, ou inférieur. C'est pourtant ce que j'ai entendu toute ma vie, tranche-t-elle. Tu as de la chance qu'on t'aide. L'émotion la gagne. Je ne veux plus qu'on m'aide comme ça. Ça me coûte assez de vous laisser entrer ici, dans ma vie, dans mon intimité, via votre fils. Une larme échappe, qu'elle essuie rapidement. Ne me prenez pas aussi ce que j'ai de plus précieux. L'impression que je m'en sors seul. Un silence lourd tombe. Alexandre se sent minuscule. Je suis désolé, murmure-t-il enfin. Je n'avais pas vu les choses comme ça. C'est bien le problème, répond-elle. Elle se lève. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre. Emma, attends. Non. Elle ramasse ses papiers, son sac. Je viendrai toujours garder Léo comme prévu, ajoute-t-elle sans le regarder. Il n'a rien à voir là-dedans. Mais vous et moi, on ferait mieux de garder de la distance. Pour l'instant. Il se sent vidé. D'accord. Elle s'arrête une seconde, la main sur la poignée. Je vous apprécie beaucoup, vous savez, dit-elle d'une voix plus douce. C'est pour ça que ça me fait si peur. Et elle disparaît dans le couloir. La porte se referme doucement. Alexandre reste seul, les mains autour de sa tasse froide. Il vient de mesurer à quel point il avait glissé, sans s'en rendre compte. De la reconnaissance à la fascination, du respect à l'envie de prendre soin, sans voir qu'il marchait sur une ligne fine et qu'il venait de la franchir. Les jours qui suivent sont étranges. Emma continue de venir, mais elle est plus neutre, professionnelle. Elle arrive à l'heure, s'occupe de Léo, avec la même douceur, mais évite la cuisine, les discussions prolongées. Plus de thé partagé, plus de confidences. Juste les infos indispensables. Il a bien mangé. Il a fait un cauchemar, mais ça va. Il a demandé quand vous rentrez. Alexandre respecte sa distance.
Il prend conscience, un peu tard, de ce que c'est, pour elle, d'être dans cette position. Prendre soin de son fils, voir sa fatigue, ses failles, sentir qu'il s'attache, mais ne pas vouloir être englouti. Un soir, alors qu'il prépare des pâtes, Léo lâche. Pourquoi Emma? Elle est triste. Alexandre se fige. Elle est triste, elle rigole moins. Tu lui as demandé? Non. Léo fronce les sourcils. Tu lui as fait un truc? La question le frappe en plein cœur. Peut être, murmure-t-il. Tu vas t'excuser? J'essaye. Il ne faut pas essayer, corrige Léo. Il faut le faire. Il sourit, un peu amer. Les enfants ont toujours l'art de simplifier l'essentiel. C'est finalement un mail qui fait basculer les choses. Un matin de janvier, Emma reçoit un message de l'université. Objet, reprise d'études, dossier accepté. Elle relit 3 fois. Plus d'1 an qu'elle a monté ce dossier, en douce, sans en parler à personne sauf sa mère. Reprendre sa licence de lettres, en horaires aménagés. Tu es sûr? Avait demandé sa mère. Ça va être dur, avec Manon, le travail, tout ça. Je ne veux pas faire du babysitting toute ma vie, avait-elle répondu. J'aime les enfants, mais j'ai envie d'autre chose aussi. Maintenant, le mail est là. Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande d'aménagement de parcours est acceptée. Et Govedon est comminant. Elle se sent à la fois euphorique et terrifiée. Reprendre les cours, faire des devoirs, lire autrement que le soir en s'endormant. Il va falloir réorganiser tout. Ses heures au collège, ses babysitting. Et donc, Léo. Le soir, elle en parle à Alexandre. Léo est occupé à colorier un dinosaure violet sur la table basse. « Je voulais vous prévenir », annonce Emma dans la cuisine. « À partir de février, je reprends des études. » Il la regarde, surpris, puis un sourire éclaire son visage. « C'est génial. Merci. Vous allez étudier quoi? Lettres modernes. » Elle hausse les épaules. « Ça ne mène peu, être à rien. Mais ça mène à vous, » réplique-t-il. Ce qui n'est pas rien. Elle rougit légèrement. Concrètement, ça veut dire que je devrais réduire mes heures ici. Elle sort un petit agenda. Je pourrais toujours être là certains soirs, mais pas tous. On peut s'organiser, dit-il aussitôt. Je ne veux pas vous mettre en difficulté. Vous ne me mettez pas en difficulté. Il réfléchit. On peut trouver une autre babysitter pour les soirs où vous ne pouvez pas. La simple idée le serre, mais il sait qu'il doit la laisser partir. Pas complètement, mais un peu. Et Il s'arrête avant de dire « Je peux vous aider financièrement à retourner à la fac. » Non. Il a compris « Je suis fier de vous. » Se contente-t-il de dire. Elle le regarde, un peu déstabilisée par ce mot. Fier? Oui. Vous vous battez pour faire ce que vous aimez, tout en vous occupant de votre fille et en aidant les autres. C'est ce que j'essaye de faire avec ma boîte, reconnaît-il. La différence, c'est qu'on n'écrit jamais des articles sur des femmes comme vous. Elle rit, un peu gênée. Je préfère rester dans l'ombre de toute façon. Moi non, pense-t-il. Mais ce n'est pas à moi de décider comment tu brilles. Le tu lui échappe. Elle le remarque. Un silence léger s'installe. Emma, commence-t-il. Oui, je voudrais revenir sur l'autre soir. Elle se crispe un peu. Je ne veux pas en parler. Juste une chose. Il cherche ses mots. Tu avais raison. Tu avais raison d'avoir peur que je mélange tout. D'avoir peur de devoir te sentir redevable. Il la regarde droit dans les yeux. Je ne veux pas ça. Pas pour toi. Pas pour moi. Pas pour Léo. Elle détourne le regard, émue malgré elle. D'accord. Je peux te proposer autre chose? Je t'écoute. Je reste ton employeur. Pour Léo, pour les heures que tu peux faire. Et en dehors de ça, il hésite. En dehors de ça, j'aimerais qu'on se laisse la possibilité. La possibilité de quoi? D'apprendre à se connaître autrement. Le mot plane. Tu veux dire, en dehors du canapé et des dinosaures? Oui. Il sourit. En dehors de l'appartement, sans que tu aies à t'inquiéter de la fin de mon contrat. Elle soupire. Tu sais que c'est compliqué. Je sais. Il y a ton rôle de père, ton rôle de patron,
Mon rôle de babysitter. Et Manon, ajoute-t-elle, et Léo. Et les gens qui adorent donner leur avis sur ce que les autres ont le droit de vivre. Il acquiesce. C'est pour ça que je te propose quelque chose, dit-il. Dis-moi, on pourrait... Il inspire. On pourrait trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper de Léo, petit à petit. Et toi, tu ne serais plus ma babysitter. Elle papillote des yeux. Tu es en train de me virer? Non. Il s'empresse de rectifier. Je te propose une porte de sortie. Si jamais tu veux qu'un jour, ce soit clair que nous deux, il se racle la gorge, que ce qui se passe entre nous, s'il se passe quelque chose, ne soit pas lié à un virement mensuel. Elle reste silencieuse un moment. Tu as réfléchi, observe-t-elle. Beaucoup, oui. Tu es prêt à laisser quelqu'un d'autre coucher Léo et lui lire l'histoire de la baleine? Je ne laisserai jamais quelqu'un d'autre être son père, répond-il. Mais je peux laisser quelqu'un d'autre l'aider à mettre son pyjama. Elle rit doucement. Tu sais que tu vas compliquer ta vie là? Elle l'est déjà. Compliquée. Autant que ce soit pour une bonne raison. Un silence tendre s'installe. Et si? Elle hésite. Et si moi? Je ne sais pas encore ce que je veux. Alors, on attend, dit-il simplement. On prend notre temps. On est amis. Elle sourit tristement. Tu es sûr de pouvoir te contenter de ça? Non. Il choisit l'honnêteté. Mais je suis sûr d'une chose. Je ne veux pas te mettre la pression, ni te perdre. Elle cligne des yeux, les larmes pas loin. Tu t'y prends bien. Pour quelqu'un qui a peur de mélanger, murmure-t-elle. Je m'améliore. Un peu, oui. Léo surgit dans la cuisine, brandissant son dessin. Regardez. Sur la feuille, 2 dinosaures se donnent la patte. C'est toi, papa, et Emma, explique-t-il. On est quel dinosaure? Demande Alexandre. Les gentils, répond Léo, comme si c'était une évidence. Emma et Alexandre échangent un regard par-dessus sa tête. Peut être que l'avenir n'est pas aussi compliqué qu'ils le croient. Pas tout à fait. Les mois suivants, les choses se transforment doucement. Emma commence ses cours. Elle réduit son nombre de familles. Avec Alexandre, ils trouvent une autre babysitter, Maya, étudiante en psychologie, qui prend quelques soirs. « Tu es sûre ?» demande Alexandre à Emma. « Oui, je ne veux pas que Léo soit perdu. Il s'attachera à elle aussi, » répond-elle. « Les enfants savent faire de la place, tu sais. Les adultes, c'est plus compliqué. » pense-t-elle, sans le dire. Un samedi après-midi, alors que Léo est chez sa grand-mère et Manon chez sa mère à elle, ils se retrouvent pour la première fois, sans enfants. Dans un café du centre-ville, sans dinosaures, sans pyjama, sans dessin animé en bruit de fond. « Tu es en retard, le taquine Emma. » Léo a décidé que son sac de voyage devait contenir toute sa collection de voitures. Ça me paraît vital. Il rit. Leur conversation, ce jour-là, ressemble à un équilibre fragile entre le passé, le présent et le futur. « Pourquoi tu as monté Sunwave ?» demande Emma. « Parce que je voulais faire quelque chose qui ait du sens, et aussi parce que je voulais prouver à tout le monde que je pouvais le faire. » « À qui ? » ?»« À mon père. Il ne croyait pas en toi. Il voulait que je fasse un vrai métier, » sourit-il. « Avocat, médecin, pas un truc dans les panneaux solaires. Et maintenant, il raconte à tous ses copains que son fils dirige une boîte dans l'énergie. Et Marie. Les parents sont fascinants. Les tiens? Ma mère, oui. Elle a peur pour moi tout le temps, mais elle m'encourage. Mon père, elle hésite. Il m'a toujours vu comme celle qui aurait pu faire mieux si quoi? Si je n'avais pas eu Manon, si je n'avais pas choisi de rester ici, si je n'avais pas travaillé dans des jobs en dessous de mes capacités. Une colère pointe dans la voix d'Alexandre. Il se trompe. Ça, je le sais maintenant. Elle boit une gorgée. Mais j'ai mis du temps à arrêter de me regarder avec ses yeux. Il la regarde, profondément. Cette femme en face de lui n'est pas juste une baby-sitter. C'est une mère, une étudiante, une battante, une femme qui a survécu à des jugements. Et il sent chaque jour un peu plus qu'il tombe amoureux d'elle. Pas d'une image, pas d'un rôle, d'elle. Le jour où il le dit à voix haute, ce n'est pas dans un décor romantique. C'est un jour de pluie.
Manon et Léo ont transformé le salon d'Alexandre en campement de coussins. Emma a les cheveux ébouriffés, une mèche collée sur le front, un t-shirt taché de jus d'orange. On dirait qu'un ouragan vient de passer, constate Alexandre, en entrant avec des pizzas. C'est à peu près ça. C'était un ouragan gentil, précise Léo. Il a construit des cabanes. Et déchiré 2 magazines, ajoute Emma. Pas les catalogues Sunwave, j'espère, plaisante Alexandre. Non, je respecte le sacré. Ils rient. Après le repas, les enfants s'endorment devant un dessin animé. Emma se lève pour ranger les assiettes. Alexandre l'aide. Dans la cuisine, le silence se pose entre eux. Pas lourd, juste chargé. Emma, oui. Il pose une assiette, se tourne vers elle. Je t'aime. Elle cligne des yeux. C'est direct. Commente-t-elle, elle, la voix un peu tremblante. Je sais. Tu es sûr? Oui. Il sourit légèrement. Ce n'est pas une impulsion. Ce n'est pas parce que tu es fatigué, seul, débordé. Ce n'est pas parce que tu confonds admiration, gratitude et autre chose. C'est tout ça, et plus encore. Je t'aime pour ce que tu es, avec Léo, avec Manon, avec moi. Il respire. Et je sais qu'il y a tous les problèmes autour. Les regards, les rôles, l'argent, nos histoires. Mais si je ne te le dis pas, j'ai l'impression que je mens. Elle pose le torchon, le regarde. J'avais peur que ça arrive, avoue-t-elle, elle dans un souffle. Et j'avais envie que ça arrive, les deux en même temps. C'est fatigant, tu sais. Il a un petit rire tendre. Tu ressens quoi, toi? Elle cherche. Je ne peux pas dire que je ne t'aime pas. Les mots sortent, un peu hésitants. Ce serait faux. Elle puise. Tu es entré dans ma vie par la petite porte, Alexandre. Par le cartable de ton fils et son pyjama dinosaure. Et ça me rassure plus que si tu étais arrivé en costume avec un bouquet de fleurs au milieu d'un restaurant chic. Ils rient tous les deux, les yeux brillants. Alors, murmure-t-elle. Je crois que je t'aime, oui. Mais j'ai peur. Peur de quoi? De tout mélanger. De perdre mon indépendance. De devoir me justifier auprès de tout le monde. De te perdre, toi, si ça se passe mal. Elle hausse une épaule. Et d'abîmer ce que Léo et Manon ont trouvé ensemble. Il hoche la tête. On peut avoir peur, dit-il doucement, et avancer quand même. Mais à ton rythme. Elle sourit, les yeux humides. Tu sais que tu as l'air très adulte. Quand tu dis ça, j'essaye. Elle s'approche. On peut commencer par quelque chose de simple. Dis-moi, tu arrêtes de dire « vous » déjà. Il rit. D'accord. Et on se donne le droit de voir ce que ça fait. Reprend-elle. D'être, elle cherche le mot. Ensemble. Sans t'oublier que je ne suis plus ta babysitter. Tu seras toujours un peu la babysitter de mon fils, répond-il avec un clin d'œil. Mais tu es aussi, il se penche doucement, lui laisse le temps de reculer. Elle ne bouge pas. Le baiser est simple. Pas de grande passion dévastatrice. Un contact doux, un peu tremblant. Il a le goût de pizza, de fatigue, de confiance. Au salon, Léo remue dans son sommeil. Ils se séparent, rient, chuchotent. On ne veut pas traumatiser les enfants. Pas tout de suite. Ils se prennent la main. C'est ça, surtout, qui change tout. Pas les mots, pas les baisers. Ce geste-là, 2 mains qui se trouvent après avoir tenu des sacs de courses, des cartables, des factures, des poignées de porte de crèche. 2 mains de gens qui savent ce que c'est d'être fatigués et qui, quand même, choisissent de tenir autre chose que des responsabilités. Quelque chose comme la promesse d'une vie à 2. Les mois passent. Emma jongle désormais entre la fac, Manon, quelques heures encore chez Alexandre, et Alexandre lui-même. Ils organisent un week-end sur 2 avec les enfants tous ensemble, un mercredi juste 2 quand les grands-mères acceptent de garder Manon et Léo. Le soir, parfois, Emma révise sur le canapé pendant qu'Alexandre prépare un gratin dauphinois. Tu vois, je t'avais dit que je savais le faire. Je t'accorde un 15/20, concède-t-elle. C'est toi, la pro des notes, maintenant. Il passe derrière elle, lui dépose un baiser dans le cou.
Tu sais, quoi? Tu peux aussi demander de l'aide. Parfois, murmure-t-il. Sur ta dissertation, sur Manon, sur toi. Elle se retourne, le regarde. Et toi? Tu peux pleurer devant moi quand tu es épuisé. Tu peux dire que tu en as marre d'être le PDG exemplaire. Tu peux râler quand Léo fait des caprices. Tu as le droit de ne pas toujours tenir le fil. Il sourit, les yeux un peu embués. On va se le passer. Le fil, propose-t-elle. Un coup toi, un coup moi. On dirait un bon projet, répond-il. Validé par la direction. Elle rit. Par la direction de quoi? De nous. Le soir, après avoir couché les enfants, ils restent souvent quelques minutes à regarder leurs deux petits dormir. Léo, les bras en étoile, Manon, le doudou serré contre elle. Tu te rends compte? Chuchote Emma. On a créé une drôle de famille. Une famille de récup, plaisante Alexandre. 2 parents cabossés, 2 enfants qui se tiennent la main, 2 vies qui s'entremêlent. Elle pose la tête contre lui. Et une baby-sitter qui a fini par tomber amoureuse du père de son petit protégé. Il rit doucement. La baby-sitter de mon fils est devenue l'amour de ma vie, termine-t-il. Elle se moque gentiment. Tu sais que ça sonne comme un titre de vidéo YouTube, ça? Tant qu'on ne filme pas, ça me va. Il s'éloigne du lit, laisse la porte entr'ouverte. Dans le couloir, la lumière est douce. Ils avancent, côte à côte. Ils ne savent pas ce qui les attend. Les factures, les dossiers d'école, les projets de Sunwave, les examens d'Emma, les coups durs, les petites joies. Mais ils savent une chose, ils ne sont plus seuls pour les traverser. Et ça, pour des cœurs qui ont longtemps cru qu'ils n'avaient pas le droit de demander de l'aide, c'est déjà une petite révolution. Une révolution qui commence dans un salon où traînent des dinosaures en plastique, des cahiers de cours, des factures et des dessins d'enfants, où parfois, on voit 4 silhouettes tenir la main. Et, en dessous, en lettres un peu bancales, Papa, Emma, Léo, Manon égale notre famille. Alexandre garde un de ses dessins dans son portefeuille. Emma en glisse un dans ses cahiers. Et chaque fois qu'ils doutent, qu'ils ont peur de tout ce qui pourrait mal tourner, ils le ressortent. Ils se rappellent, alors, cette simple évidence. Parfois, l'amour vient par la petite porte du quotidien, avec une baby-sitter épuisée, un père débordé, un enfant malade, un thé partagé en cuisine. Et il finit par prendre toute la place,